Pas privilégié dans la mesure où le mode opératoire peut effectivement rappeler des modes opératoires terroristes. Foncer sur des gens avec son véhicule, ça peut faire partie des modes opératoires terroristes. Mais il faut plus qu'un mode opératoire. Il faut une revendication, une attitude particulière, des formules qui rappellent soit une allégeance à une organisation terroriste, soit à tout le moins une orientation confessionnelle, religieuse. Enfin, on n'a rien de tout cela. Et quand vous avez un accident de la circulation mortelle, la première des choses que vous vous dites, c'est est-ce que on est face à un conducteur qui aurait consommé de l'alcool, aurait consommé des produits stupéfiants et aurait perdu la maîtrise de son véhicule. En première intention, c'est d'abord à cela que vous pensez. Si vous pensez à autre chose, c'est que vous avez déjà d'autres éléments. Et ces éléments-là ne sont pas apparus pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'apparaîtront pas du tout, mais c'est pas le chemin effectivement que ça prend. Puis une fois que vous avez interpellé le conducteur, vous pouvez aussi connaître son identité et ainsi interroger un certain nombre de fichiers. Mais des premières informations que l'on a, le passager est arrêté. Bon, il y a rien qui nous est remonté de tel concernant le passager. Donc c'est pour ça que c'est pas la piste qui est privilégiée spontanément. Dans un premier temps, on regarde toujours la piste accidentelle et si c'est celle vers laquelle semblent converger les premiers éléments, il n'y a pas de raison de partir sur d'autres types de scénarios. Guillaume Fard, un accident comme celui-ci est à même de tendre les forces de l'ordre à quelques jours des JO? Oui, enfin après, ça rajoute à la pesanteur d'un contexte où il y a une tension autour de l'événement lui-même, parce que c'est pas un événement neutre, parce que il y a une préparation qui est longue, parce qu'il y a un niveau de menace terroriste élevé en France et on ne découvre pas. On vit avec depuis 2015 à tout le moins, voire même depuis 2012. Mais depuis 2015, il y a des morts tous les ans en France dans des attentats terroristes meurtriers. Et donc vous vivez avec cette tension-là, avec cette pression-là, et donc inévitablement le moindre événement, a fortiori quand il y a la mort d'une personne, parce que là c'est assez dramatique, il y a quand même une personne décédée, ça interroge, ça rajoute à cette tension. Tout de suite la question est-ce terroriste? Donc on a la réponse non, clairement pas, mais pour autant ça s'inscrit dans un contexte avec une certaine lourdeur, et puis des policiers et gendarmes qui à Paris sont dans une sorte de veillée d'armes, parce que il y a une attente, beaucoup sont venus à Paris pour sécuriser la cérémonie d'ouverture des Jeux, puis les Jeux Olympiques, et donc savent qu'ils vont contribuer à la sécurité d'un événement hors norme, qui est aussi un événement particulièrement menacé, et ils veulent que ça se passe bien. Donc le moindre événement, le moindre incident, ils le regardent de près, exactement comme quelqu'un qui serait en permanence sur le qui-vive. C'est comme ça qu'il faut le voir, qu'il faut le lire. Et là, bon, on est clairement sur une piste accidentelle qui se dessine et qui semble même se confirmer. On peut observer d'ailleurs le déploiement des forces de l'ordre sur nos images depuis tout à l'heure, hein, avec une convergence des différents services, la police nationale évidemment. On a également vu des militaires sur place. Oui, il y a beaucoup de militaires à Paris. Bon, d'abord, l'opération Sentinelle, depuis janvier 2015, il y a une opération Sentinelle en France. Mais là, ce qui est particulier dans le cas des Jeux Olympiques, c'est qu'on a considérablement renforcé cette opération Sentinelle, puisqu'on lui demande de monter jusqu'à 20 000 militaires jour. Et que pour que ce soit possible en région Île-de-France, on a construit sur la pelouse de Reuilly un camp. L'économat des armées s'est particulièrement mobilisé pour qu'on puisse héberger ces militaires pendant toute la durée des Jeux Olympiques. Donc, et puis ils ne sont pas les seuls. Il y a les policiers et les gendarmes, on les a cités, ces militaires d'opération Sentinelle. Il y a une police municipale à Paris qui elle aussi contribue, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a des agents de sécurité privés. Ça, le panorama est complet, et tout cela porte le dispositif au moins pour le 26 juillet, à quasiment 80 000 personnes, voire même peut-être un petit peu plus. Donc, à échelle d'événements récents, il n'y a pas d'équivalence. Est-ce que le dispositif sera encore plus renforcé qu'il ne l'est avec cet événement mondial qui nous attend? Non, pour une raison simple, c'est que c'est le maximum de ce qui peut être fait, et qu'à l'échelle de l'histoire de notre pays, on n'a jamais eu autant de policiers et gendarmes mobilisés à Paris pour aucun événement. Et d'ailleurs, depuis un siècle, on n'a pas accueilli les Jeux Olympiques. Ensuite, je ne dirais pas que l'inquiétude monte. En tout cas, elle peut être ressentie chez certains franciliens ou visiteurs. Oui, alors ça, en tout état de cause. Maintenant, du côté du ministère de l'Intérieur, il y a des femmes et des hommes qui conservent leur sang-froid. Il y a, hélas, à Paris, des événements dramatiques
régulièrement, chaque semaine, parfois chaque jour. Tous, fort heureusement, ne conduisent pas au décès de personne, mais la piste accidentelle est privilégiée. À voir quand le conducteur sera interpellé, on lui fera évidemment passer des tests pour savoir s'il conduisait sous l'empire de l'alcool et de stupéfiants, comme semble être dans cet état son passager. Et donc, on pourra ainsi mieux déterminer les causes de ce qui semble être un accident. Et donc ça, c'est pas à mettre nécessairement en regard du niveau de la menace qui pèse sur les Jeux Olympiques. Maintenant, ce qui est certain, c'est que dans ce contexte-là, il y a une tension qui est un petit peu plus forte parce que le 26 juillet prochain, dans quelques jours, vont être à Paris 130 chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est inédit. La ville est en train de se transformer sur le plan de son organisation, sur le plan de ses circulations, et aussi sur le fait qu'arrivent massivement à Paris des policiers et gendarmes de la France entière. Plus de quelques pays partenaires. Voilà, bon, ça c'est 2000 sur plus de 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Mais tout de même, ça va faire beaucoup de monde dans Paris, un maillage très important. Et donc le moindre fait est regardé de près. Maintenant, ce soir, je n'ai pas le sentiment que du côté de la place Beauvau, il y ait une inquiétude excessive. D'ailleurs, cet homme qui est recherché, il est recherché par des unités de police locale, à ma connaissance. On n'a pas mobilisé des unités d'intervention ou des unités spécialisées. Ça reste pour l'heure une piste accidentelle privilégiée au regard de tous les éléments qui remontent. Mais évidemment, ce qui aurait pu être un accident mortel de la circulation en temps normal revêt une dimension un peu plus particulière. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus avoir des inquiétudes excessives. Mais il y a de grandes chances que ce conducteur actuellement en fuite soit retrouvé dans les prochaines heures. Ah oui, c'est très probable. D'abord, il est choqué par l'accident de fait, c'est-à-dire que c'est pas neutre comme accident. Ensuite, il est à pied. On peut raisonnablement émettre l'hypothèse qu'il n'a pas forcément pensé avoir ce choc à cet endroit-là. Il ne sait pas nécessairement où aller. Il peut facilement être repéré, suivi. Les policiers ont dû avoir un signalement. Il y a une vidéoprotection très importante de voie publique à Paris. Et vous ajoutez à cela le fait que on n'a jamais eu un maillage policier sur le plan territorial aussi dense. Il n'y a jamais eu autant de policiers sur la voie publique, en clair. Donc la probabilité qu'on le retrouve très vite, même d'ici quelques minutes, est quand même très élevée. Donc maintenant, à voir à quelle vitesse tout cela ira. Mais ce serait surprenant qu'ils parviennent à s'enfuir ou à se cacher après un accident de la sorte dans cette zone avec le dispositif qui est déjà déployé dans Paris depuis plusieurs jours. Cette période n'est pas plus propice à des délits routiers en région parisienne ? Dans Paris intramuros, ça reste quand même globalement assez rare, ce type d'accident de la circulation mortel. D'abord parce qu'on ne circule pas forcément très bien à Paris, a fortiori dans ce contexte, et qu'il est plus difficile de circuler à une vitesse excessive dans Paris intramuros. Après, ça a pu déjà arriver, ça fait aussi partie des risques, mais ce n'est pas le risque principal. Là, ici, au cas d'espèce, qu'il faut arriver rapidement à déterminer, c'est si effectivement le conducteur conduisait sous l'empire de l'alcool, sous l'empire de produits stupéfiants, sous l'empire des deux. Et à ce moment-là, on y verra sans doute un petit peu plus clair sur les raisons de l'accident. En tout cas, ça orientera. Et puis, il y a une enquête judiciaire qui, de toute façon, va être ouverte, puisqu'il y a une personne décédée, d'autres qui sont blessés. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des expertises. On va regarder les traces de freinage, les trajectoires des véhicules, évidemment récupérer les images de vidéoprotection s'il y en a. Et dans ces situations-là, il y a très souvent des témoins, riverains, passants, habitants, clients de café qui ont des téléphones portables allumés au moment des faits et qui peuvent fournir, oui, très souvent, ils fournissent des images, ils fournissent des vidéos. Donc, ce sont des enquêtes qui bénéficient de beaucoup d'éléments, donc qui généralement permettent de faire assez vite la lumière sur ce qui se passe. Puis le passager, une fois que il aura peut-être des saoulés, ou en tout cas que l'effet des stupéfiants sera passé, il sera possible de l'auditionner. Il est interpellé, effectivement.